On soulève de plus en plus les critiques envers la gouvernance et les administrations publiques. Mais justement, par gouvernance, qu'est-ce qu'on entend au juste? L'État est-il si sclérosé que certains semblent croire? La professeure de l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, Isabelle Lacroix, se spécialise justement sur les questions entourant les politiques et les administrations publiques. J'en discute avec elle. Isabelle Lacroix, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Madame Lacroix, les questions qui entourent la gouvernance, la gestion des institutions publiques sont souvent considérées comme complexes, mais elles sont quand même omniprésentes dans l'actualité. On parle de rationalisation, particulièrement par les temps qui courent, de restrictions budgétaires, d'austérité. On parle aussi beaucoup de la lourdeur des administrations publiques. En Europe, comme au Canada et ici au Québec, il semble d'ailleurs que de plus en plus de personnes critiquent l'efficacité des structures gouvernementales. Première question qui vient, je suis sûr, à l'esprit de la plupart des gens qui nous regardent en ce moment, est-ce que c'est rendu ingérable? Est-ce que les administrations publiques sont maintenant des monstres incontrôlables? Est-ce que c'est ingérable? Non. Est-ce que c'est complexe à gérer? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et si il ne s'agit pas de donner un cours d'histoire, là, mais quand on remonte à même il y a quelques décennies à peine, l'État, en général, dans la plupart des pays occidentaux, ont assez peu de tâches, hein? S'occupe de défense, s'occupe de sécurité de base, mais au fil des années, l'État va accroître le nombre d'interventions, ne serait-ce qu'au niveau social. L'État est, au niveau social, partout. Bien, plus l'État intervient, plus nécessairement, ça prend une grosse machine derrière cet État-là pour faciliter cette intervention-là. Donc, est-ce que nos États sont gros? Bien sûr. Nos États sont immenses. Les États occidentaux sont immenses parce qu'on leur demande d'intervenir partout, parce qu'on s'attend bien souvent à ce que l'État prenne en charge la plupart des zones et des sections de notre vie. Donc, ça donne des États qui sont très, très gros, qui sont passablement lourds. Est-ce qu'ils sont ingérables? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et les dernières décennies, là, les plus récentes, nous ont bien prouvé qu'il était possible de rendre plus efficace, voire plus efficient, la gestion publique en général. Vous dites, c'est très, très lourd, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Je vous dirais, dans les dernières années, c'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire que ce sentiment-là d'une bureaucratie immense avec laquelle on ne peut pas travailler, où il n'y a pas de moyen de la faire bouger, je pense qu'au tournant des années 2000, on a perdu un peu ce sentiment-là. Ça ne veut pas dire que nos États ne sont pas gros et ne sont pas lourds, mais je pense que de façon générale, on a l'impression qu'il y a possibilité d'améliorer la machine, de la rendre plus efficace, et on y travaille. Depuis les années 90 qu'on travaille à ça, et je pense que depuis le début des années 2000, on voit, on a l'impression que la machine est peut-être moins lourde à faire bouger. Mais quand on entend dans le discours, dans bien des endroits, en tout cas dans les discours populaires, entre autres, qu'effectivement, c'est rendu trop lourd, que, particulièrement depuis la crise de 2008, crise économique et financière, etc., que les structures sont rendues vraiment trop lourdes, que le poids des administrations rend, par exemple, les décisions moins efficaces, la portée des décisions efficaces. Bref, selon vous, c'est presque un mythe? Non, je ne vais pas aller jusqu'au mythe, mais je pense qu'il faut distinguer le discours de la réalité. Vous avez tout à fait raison que ce discours-là, un peu populiste, hein, il est très populaire. Il a l'oreille de la population, tout à fait. Quand on dit « l'État est trop gros, il est trop lourd, puis il nous coûte trop cher, puis c'est de la faute du gouvernement c'est très facile comme citoyen de me dire « donc, lui, il a juste à faire sa part, puis tout va aller mieux. » là. Donc, il y a ce discours-là, il est populaire, mais il est en partie le reflet de la réalité. Est-ce qu'il y a des nécessités de revoir l'organisation étatique? Je pense que oui, parce que comme toute organisation, à un moment donné, quand on donne un mandat à une équipe, à une structure, bien, une fois de temps en temps, il faut aller réviser. Est-ce qu'elle remplit le mandat? Mais même, est-ce que le mandat est toujours le bon? Ce qu'on a demandé à l'État, est-ce que dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, est-ce que c'est toujours le bon mandat qu'on lui a donné? Donc, est-ce qu'on a cette nécessité-là d'aller voir ça? Oui. Est-ce qu'on le fait? Oui.
mais c'est pas facile. Comme on le disait tout à l'heure, c'est une grosse machine. L'État, c'est très, très gros. D'aller modifier, plus la machine est grosse, plus nécessairement ça prend du temps pour la faire bouger. Mais est-ce que c'est possible de le faire? Oui, et on le fait. Les États occidentaux en général, mais au Canada et au Québec aussi, on le fait depuis les années 90. Voilà, vous dites qu'on le fait. Ouais. Et encore une fois, je pense aux gens qui nous regardent, et certains d'entre eux diront que justement, les administrations publiques, les programmes gouvernementaux et les gens qui y travaillent aussi ne se remettent pas en question. Ce sont des acquis. Et que ces acquis-là s'accumulent, et c'est justement ces acquis-là qui deviennent problématiques dans les structures gouvernementales. Là, vous faites référence à cette idée de la bureaucratie. Là. Vraiment, là, au cœur, le bureaucrate immuable, là, oui. qui, lui, le fonctionnaire classique, l'espèce d'image qu'on a du fonctionnaire qui, lui, fait sa job, que ce soit efficace, que ce soit la bonne affaire, c'est pas grave, lui, il fait ça. Exactement. Là, on n'est pas loin du mythe. Oui, là, on n'est pas loin du mythe. Dans l'exagération. Oui, parce que, d'abord, revenons à la base. Il y a une raison pour laquelle l'État est structuré comme ça. Pourquoi est-ce qu'on veut un système bureaucratique? Bien, c'est parce que l'alternative qui existait avant, c'est un système de patronage. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut un système bureaucratique? Bien, parce que l'avantage du système bureaucratique, c'est que ce fonctionnaire-là, ce bureaucrate-là, il applique la même règle auprès de tous les citoyens et il gère de la même façon. Et ce n'est pas le politique qui va venir lui dire « bien, si tu fais ça comme ça, je vais te payer un peu plus. » Puis il est blindé. Okay. Donc, il va rendre un service équitable pour tout le monde. Il y a une étiquette de neutralité. Il y a une étiquette de neutralité, d'objectivité, de standardisation. Voilà. Donc, on va standardiser le service et tout le monde va recevoir le même. Ça, prenons le cas du Québec, quand on instaure un État véritablement bureaucratique au Québec, on fait un gain extraordinaire. Là, c'est plus le premier ministre qui décide du salaire du fonctionnaire en fonction de il donne des services à qui. Là. Voilà. Tout, on n'est plus là, là. Là, on a un service qui est standardisé, on a une hiérarchie qui s'établit et les ordres viennent pas de n'importe qui. Là. Les ordres viennent du supérieur. Donc, c'est pour ça qu'on a instauré un système bureaucratique et ça a du bon. Ça a du bon d'assurer cette neutralité-là, cette objectivité-là et cette équité-là pour l'ensemble des citoyens. Évidemment, qu'est-ce que ça fait un système bureaucratique? Puis là, dans les années 80, 90, on va connaître ça. Bien, ça standardise et là, c'est difficile de changer en fonction de ce dont on a besoin. Voilà. Évidemment, la machine, elle est lourde, elle bouge plus lentement. Mais en même temps, tout à l'heure, vous me parliez de décisions politiques. Là aussi, il y a un avantage. Au Québec et au Canada, on a des élections, généralement, excluons les gouvernements minoritaires, là, mais voilà. Généralement, on a des élections aux 4 ans. Il serait possible de croire qu'on pourrait changer de gouvernement, de couleur de gouvernement aux 4 ans. Imaginez si à tous les 4 ans, on renouvelait la machine. On change ça voilà. de bord, on revire complètement. Finalement, c'est plus ces services-là qu'on donne, ça se passe pas comme ça. Même si, en campagne électorale, il y a des promesses qui sont faites et que les politiques vont prendre des décisions pour modifier un peu le fonctionnement de l'État, l'État ne va pas tourner sur un dizaine. Et tant mieux. Imaginons la déstabilisation qu'il y aura à l'échelle de la société, ce serait extraordinaire. Donc là aussi, la lourdeur, l'inertie de la bureaucratie ont un avantage. Il y a une certaine protection. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se transformer. On le voit. Prenons l'exemple du gouvernement de M. Harper. Oui. Quand il prend le pouvoir en 2006, il est dans une situation minoritaire, c'est plus difficile, mais on nous annonce là, la catastrophe. Oui. Là. Il va complètement révolutionner l'État. Oui. Bien, ça prend des années. Il y arrive. Actuellement, l'État canadien de M. Harper, ce n'est plus l'État canadien des libéraux. Il y a eu modification dans la structure de l'appareil étatique, à d'autres égards aussi, mais au niveau de l'administration. Mais ça lui aura pris plusieurs années pour ça. Parce qu'une grosse administration, il y a une raison pour laquelle ça fonctionne comme ça et ça ne se tourne pas sur un dissous. Isabelle Lacroix, avant de poursuivre, j'aimerais quand même qu'on clarifie un point, une chose importante, le terme gouvernance. Ah ouais. Tu sais, on en parle beaucoup, la bonne gouvernance ou la mauvaise gouvernance, mais c'est quoi, au fond, la gouvernance? Et là, je me réfère à votre ouvrage rédigé en 2012, où vous dites que la gouvernance est un concept dont bon nombre de chercheurs reconnaissent l'aspect polysémique, flou, voire un mot valise. Ouais. Donc, ça veut dire
tout et rien à la fois pour certains. Est-ce qu'on peut avoir des repères quand même? On lui fait dire beaucoup de choses au terme gouvernance. Oui. Et ce, dans le monde académique, mais dans la quotidienneté des acteurs et des praticiens, là, les décideurs, nos politiciens parlent de gouvernance sans arrêt. Énormément, oui. Souvent, les acteurs plus politiques, là, les politiciens, les décideurs, quand ils parlent de gouvernance, souvent ils parlent soit de gouvernement, soit de gestion. Souvent, ce terme-là est associé carrément à de la gestion. Le terme gouvernance est revenu à la mode, si je peux me permettre, dans les années 90, et ça a beaucoup passé par les organisations internationales comme la Banque mondiale, le FMI, qui se sont mis à parler de bonne gouvernance. Ils ont défini des critères sur qu'est-ce que c'est que la bonne gouvernance d'un État. Et ce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là, c'est que ces organisations-là, mais aussi après plein d'acteurs ont récupéré cette idée-là. Derrière l'idée de la bonne gouvernance, il y a l'idée d'une gestion partagée. Donc, on n'est plus dans une situation avec des acteurs autoritaires qui décident pour tout le monde, des acteurs publics autoritaires qui décident pour tout le monde, mais bien un certain partage du pouvoir, un partage toujours inégal, on s'entend là, mais un certain partage du pouvoir, donc où les acteurs publics, les acteurs privés, les citoyens, les organisations, la société civile vont être invités à participer à cette gouvernance. Une considération plus large, des intervenants, des gens qui vont influencer sur la gouvernance. Tout à fait. Le fameux modèle du haut vers le bas qui va être remis en question. Se renverser, hein. On va essayer de rendre un peu plus horizontal, pas complètement, mais un peu plus horizontal les relations entre l'ensemble des acteurs qui sont concernés par l'espace public, par la gestion publique. Et on va essayer de les faire participer directement à cette gestion-là. Et c'est le cœur de la logique de gouvernance, c'est cette idée-là. Il y a cette idée du partage de responsabilités, du partage de pouvoir. Plusieurs vont dire que le fait de considérer autant d'éléments dans la décision et dans la gouvernance vient complexifier le processus décisionnel. Nécessairement. Nécessairement. Et dans certains cas, rend difficile la prise de décision. Tout à fait. La prise de décision politique. Donc, l'acteur, le décideur, là, celui qui a le pouvoir de prendre la décision. Est-ce que c'est possible encore? Il décide encore, très certainement. Pourquoi? Pourquoi est-ce lui qui décide? C'est parce que c'est toujours lui qui possède le pouvoir formellement. Donc, ultimement, là, ça va être à lui de décider. On parle de lui, mais on s'entend, on parle d'elle aussi, on parle de lui et elle. L'acteur, c'est ça, l'acteur décideur, mais tout à fait, que là, ce rôle-là soit tenu par un homme ou une femme, par des hommes ou par des femmes, bien entendu. Oui, c'est ça. C'est toujours lui qui décide, c'est toujours lui qui a formellement le pouvoir. Or, dans nos sociétés, et le Québec est un bel exemple de ça, on n'accepte plus qu'il fasse ça tout seul. Les attentes populaires, les attentes de la société sont à l'effet qu'il se préoccupe des gens, mais plus que ça, qu'il profite de l'expertise de l'ensemble de la société, des groupes, de la société civile, pour contribuer à sa décision et rendre sa décision plus adaptée et donc, ultimement, plus performante aussi. S'il ne décide pas tout seul là, dans sa tour d'ivoire, les chances que la décision soit plus adaptée sont plus grandes. Et donc, nécessairement, normalement, quand ça devrait descendre sur le terrain, ça devrait être plus performant. Mais qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là aux personnes qui nous disent « Ah, dans le temps, ça allait tellement plus vite. C'était tellement plus simple. On prenait une décision, puis après ça, on passait à autre chose. » C'est vrai. C'était tellement plus simple. Mais on prenait aussi beaucoup de mauvaises décisions. Et on prenait aussi beaucoup de décisions qui étaient inadaptées. Qu'est-ce qui va se passer dans les années 90 quand on va se mettre à revoir notre modèle de gestion? Une des préoccupations qu'on va avoir, c'est de dire, bon, au-delà du service que je veux rendre, au-delà du mandat que je reçois là, de mes supérieurs, et si je me préoccupais des gens à qui je livre le service? Et si j'essayais de coller le service public que je dois rendre, je le collais sur les besoins qui sont véritablement à la base. Ça, c'est une petite révolution. C'est-à-dire qu'avant cette période-là, on se préoccupait de comment on le fait, du processus. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Là, on a standardisé des procédures qui ne l'étaient pas. Là, on va se préoccuper du comment on fait les choses. Mais là, dans les années 90, on va dire, c'est pas assez, ça. Il faut aussi se préoccuper de qu'est-ce qu'on fait en termes de résultats. Est-ce adapté? Est-ce qu'au bout de la ligne, les gens qui vont recevoir le service de l'État, bien, ça va répondre à leurs besoins ou pas? Si ça ne répond pas, là, ce serait le fun qu'on révise. Là. Et ça, c'est une petite révolution dans l'administration publique. Est-ce que maintenant,
la population en général, vous l'avez dit, a un plus grand accès à la décision, ou du moins au processus. Ouais. Est-ce qu'on a, d'une certaine façon, atteint un niveau assez élevé, satisfaisant, ou il y a encore de la place, selon vous? Ça ne viendrait pas alourdir, il y a deux questions. Là, vraiment? Est-ce qu'il y a un accès suffisant et est-ce qu'il y a un accès satisfaisant? Oui. Pour moi, ça, c'est deux questions. Choses. Est-ce qu'il y a un accès suffisant? Les citoyens n'ont jamais eu autant d'informations, autant de possibilités sur qu'est-ce qui se passe dans notre appareil étatique en termes d'informations. Je veux dire, l'État produit plus d'informations qu'une personne humaine ne pourra jamais en lire au courant de sa vie. Là. Oui. Donc, en termes d'informations, on en a plus qu'on peut en gérer. En termes de possibilité de participer, d'être consulté, de donner son opinion, de participer carrément à la décision, les processus de gestion publique sont remplis de ces processus-là. Donc, est-ce qu'on a un accès phénoménal? Oui. Oui. Est-ce que cet accès-là est satisfaisant? Prenons le cas du Québec. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé, dans tous les cas, de quelle façon on devait faire participer les groupes et les citoyens. Et donc, parfois, on se retrouve à avoir une gestion publique participative où on va organiser des séances de consultation, des séances d'information d'abord, des séances de consultation, et où cette participation-là va être jugée non satisfaisante pour les citoyens parce que bien souvent, inadaptée. On n'aura pas fait ça de la bonne façon et les gens n'auront pas trouvé satisfaction dans cette participation-là. Certaines mauvaises langues vont dire toutefois que à ce moment-là, les décideurs cherchent des faux fuyants. À travers la multiplication des consultations et finalement, au bout du compte, l'objectif est de ne rien faire. Est-ce que ça se peut, ça? De ne rien faire, non, j'irai pas jusque-là. OK. En contrepartie, évidemment, quand on partage le pouvoir, on partage aussi la responsabilité. Puis ça peut être satisfaisant de partager la responsabilité. Va venir une révision de la gestion publique. Ça va venir en même temps qu'un questionnement sur les finances publiques. Pourquoi est-ce qu'on va réviser nos façons de faire? C'est parce qu'on n'a plus d'argent pour se payer ce mode de fonctionnement-là. Plusieurs États sont contraints de faire cet examen-là. Et depuis plusieurs décennies, là, et il y a on de la est pression dans ce sens. Bien sûr. Donc, quand on est à devoir prendre des décisions difficiles, c'est clair que pour les décideurs politiques, il y a là une certaine facilité que de partager la responsabilité, de dire « je ne suis pas le seul méchant qui coupe les services. Là. On s'assoit ensemble puis on prend la décision ensemble. » Donc, est-ce qu'il y a là une certaine forme de porte de sortie pour les décideurs? Oui, il y a un peu de ça. Il reste qu'ils ont la responsabilité. Il reste qu'au final, c'est eux qui doivent prendre la décision et ils seront le porteur de cette décision-là. Vous savez, tout à l'heure, vous parliez de la structure gouvernementale et des gens qui sont en place et qui ne sont pas nécessairement, eux, contraints à toute la dynamique électorale. Non, se faire bien élire sûr. à tous les 4 ans. Bien Donc, sûr. ça fait un système peut-être un peu plus stable, etc. Mais est-ce que ça fait aussi un système où les gens qui décident ne sont pas nécessairement les gens qui sont élus? Et que ça ne cause pas un problème aussi à cet égard-là? Cette préoccupation-là, elle est réelle. Et au Québec et au Canada, on l'a pris de front à la fin des années 90. Ce à quoi vous faites référence, c'est ce qu'on a appelé de façon très péjorative la technocratie. Oui, exactement. Où on avait des hauts fonctionnaires hyper compétents. Tant mieux! On souhaite avoir des fonctionnaires très, très compétents, mais de par leur grande expertise, ils se retrouvaient devant des décideurs politiques comme des ministres qui avaient une expertise bien souvent moindre. Et au final, ils étaient ceux qui téléguidaient la décision. Au Québec et au Canada, on a changé un peu les façons de faire dans les pratiques pour essayer de minimiser cet effet-là. Je pense qu'on y est arrivé. Cependant, il faut distinguer deux choses. Le pouvoir, ce n'est pas que le pouvoir de décider. Il existe aussi un pouvoir immense dans nos organisations qui est le pouvoir d'influence. Voilà. Les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires au premier chef, les sous-ministres et sous-ministres adjoints de ce monde, sont des super experts de leur domaine, sont des super experts de la gestion publique et ils viennent en appui aux décideurs pour orienter les décisions. Et donc, ils sont très influents. D'accord. Maintenant, ce n'est pas eux qui prennent la décision. Puis là, bien, moi, chaque fois que j'enseigne ça, j'ai toujours un étudiant qui lève sa main et qui dit « Mais pourquoi c'est pas eux qui décident si c'est eux les experts et les compétents? » Voilà. Bien, parce qu'on les a pas élus. Voilà. Et que notre système à nous, on s'est donné comme citoyen, là, on s'est donné ce pouvoir-là de dire celui qui décide.
si jamais il ne décide pas comme moi, ça me convient, s'il ne va pas dans le sens de mon intérêt à moi, je peux le changer. Bien, j'ai un échéancier. Au bout de 4 ans, là, j'y dirai, en votant pour l'autre, que ça n'a pas fait mon affaire ce qu'il a fait. Oui. Ce qu'on n'a pas auprès des hauts fonctionnaires. Eux, ils sont là parce qu'ils sont experts. Et ils doivent être là, parce que nos ministres ne sont pas nécessairement des experts. Ils doivent être là, ils doivent influencer, mais on a, au fil des années, changé un peu le fonctionnement pour s'assurer que la décision, ultimement, elle soit influencée par l'expert, mais qu'elle soit prise par le représentant de la population, celui que la population a élu et désigné de par sa volonté électorale comme étant celui qui prend des décisions. Le poids des administrations, vous avez parlé de la santé, par exemple, Ouais. de l'éducation. Ouais. En Occident, au Québec, en France, aux États-Unis et même en Asie, je pense au Japon, en Chine, problème de vieillissement de la population. Ouais. Ça fait des structures qui peuvent, bien sûr, peser lourd en termes d'administration publique. Au Québec, c'est 50 du budget qui passe à la santé. Presque Puis quand 50 on ajoute tout à fait. l'éducation, Mais là, on est autour de 26 du côté de l'éducation, donc alors, vous imaginez, on est là. à 3/4 du budget. On n'est pas loin de Ça en laisse 3/4. bien peu pour le reste. Bien sûr. Bien Ça sûr. pose un problème de taille énorme. Oui, parce que comme l'État doit intervenir dans à peu près tous les secteurs, parce que nous, comme citoyens, on s'attend à ce que l'État intervienne tout partout, bien nécessairement, on s'est donné des objectifs très, très, très exigeants. Il faut assurer la machine en arrière de ça et on a toujours moins de ressources pour le faire. Vous parlez de vieillissement de la population. La pression démographique sur le système de santé au Québec ne va pas aller en diminuant. En tout cas, pas à court terme. Pas à moyen court terme. non plus. On s'est donné un système de santé parce qu'on souhaitait avoir une population en santé et donc plus performante. Elle se retrouve, ce système-là, le système de santé, se retrouve à la croisée des chemins parce qu'il manque de ressources et parce que les besoins sont toujours là. Ce qu'on demande donc aux organisations, c'est d'être toujours plus efficients. Vous comprenez qu'il y a une limite à ça. Voilà. Il y a une limite à ça si on ne change pas les objectifs. C'est pas On ne réaliste. peut pas demander à l'ensemble du système de santé d'atteindre toujours les mêmes standards et de répondre aux mêmes objectifs et aux mêmes mandats tout en diminuant constamment ses ressources. Il va falloir... Puis là, évidemment, je ne suis pas une spécialiste de la gestion de la santé Bien sûr que précisément, non. mais la logique se transpose dans tous les domaines. Il va nécessairement falloir revoir les objectifs, revoir, dans le cas du système de santé, peut-être à un moment donné, revoir le panier de services qui est offert. C'est des choix épouvantables pour des décideurs politiques de faire ça, et épouvantables humainement, Bien sûr. mais épouvantable aussi politiquement. Ça coûte très cher aux politiciens de prendre ces décisions-là. Pourquoi? Bien, parce que ça rend la population insatisfaite. Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand la population est insatisfaite? Bien, ils se font sortir aux élections suivantes. Et c'est la beauté de notre système. Voilà. Mais vous comprenez que pour un Oui. individu, moi, là, si je suis ministre d'un gouvernement, puis je suis Oui. ministre de la Santé, puis qu'on m'associe à des coupures importantes dans le système de santé, il est Exact. possible que quand je retourne en élection, les gens ne soient pas très Ouais. chauds à On m'accueillir. marche sur des œufs. Alors que peut-être que j'ai pris la bonne décision pour le système. Mais donc, c'est très, 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 très coûteux, ça, pour les politiciens. Et ça explique pourquoi, même si on en parle depuis les années 80-90, la réforme majeure de l'État-providence là, qu'on nous annonçait là, à la fin des années 80, Voilà. début des années 90, on ne l'a jamais vraiment vécu tel qu'annoncé. Nos États-providence ont été revus, il n'y a pas de doute. Mais il n'y a pas eu cette crise, il n'y a pas eu cette révolution. Parce que la population est attachée à ces services, Voilà. parce qu'elle y tient. Et quand on lui coupe des services, elle réagit. En terminant, est-ce que dans ce cas-là, on est rendu à la limite? Est-ce qu'on est rendu au moment, selon vous, où on doit faire ces choix-là? Puis à la limite, j'oserais même dire, est-ce qu'inévitablement, il va falloir faire plus de place au privé? Est-ce qu'inévitablement, il faut faire de la place au privé? Moi, je n'irais pas jusque-là. La place au privé, la possibilité d'intégrer, par exemple, au Québec, davantage de privés, c'est une possibilité, c'est une solution pour aller chercher de nouvelles ressources. Comme en matière de santé, par exemple, il n'y a pas longtemps, c'était hors de question, impensable, il y a 15 ou 20 ans. Au niveau de l'opinion publique, maintenant, l'opinion publique n'est pas si... Elle est moins réticente. Oui, tout à fait. Mais pour moi, l'intégration du privé, c'est une solution.
au sein du public, il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, je viens du monde universitaire. On le voit, là, le monde universitaire reçoit, elle aussi, des pressions et à l'intérieur, il y a des questionnements pour revoir nos façons de faire. Je pense que c'est sain pour une organisation de se re-questionner et remettre en question ce qu'elle fait. Quand c'est des grosses organisations, c'est compliqué à faire cette démarche-là, mais je pense que c'est une bonne chose. Mais donc, est-ce qu'il y a des solutions? Oui. Ce qui n'est plus envisageable, cependant, je pense qu'en 2014, là, on a atteint la limite de la taille de l'État. Je pense que notre État ne peut pas devenir plus gros que ça. Voilà. Il ne peut pas prendre d'autres responsabilités parce que là, on a atteint les limites des ressources. Et donc, là, soit on va modifier, soit on va réduire la taille de l'État, mais à tout le moins, le chemin de l'expansion est complètement fermé, je pense. Et le statu quo n'est pas une option? Je pense que le statu quo n'est pas une option. De maintenir la tendance, ce serait que de trop fragiliser nos États. Et là, on risquerait, dans quelques années, de se retrouver avec des États qui ne sont plus en mesure de livrer un service. Imaginez que dans quelques années, le gouvernement du Québec dise qu'on n'est plus capable de se payer des écoles et des professeurs. Là. Mais imaginez ce que le mur, imaginez ce que ça coûterait à notre société, ce serait épouvantable. Là, transposons ça, là, en santé, en environnement, en transport. Donc, ça, ce serait beaucoup trop coûteux. Donc, des choix cruciaux et sans doute difficiles à venir. Isabelle Lacroix, merci de votre temps. Merci à vous. Au plaisir.